9h09 à Paris, 3h09 à New York et on continue de vivre en direct le plus grand comeback de l'histoire des États-Unis. Donald Trump élu 47e président des États-Unis. On a voulu le tuer, il s'est relevé en criant « Fight, fight, fight ». On lui promettait la prison, il est donc aux portes du bureau ovale et vous continuez donc de suivre ce moment historique à New York avec Maxime Switek. Good morning, Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous avez raison, Adeline. La revanche de Donald Trump, elle est là ce matin. Vous venez de la vivre en direct sur BFM TV. Donald Trump qui revendique donc sa victoire et qui remercie le peuple américain de l'avoir élu 47e président des États-Unis. On va évidemment le réentendre dans un instant. On sera aussi avec nos reporters qui sont aux quatre coins de l'Amérique et notamment du côté des supporters de Donald Trump en Floride. C'est un moment historique. On l'a dit, on savait qu'on allait vivre une nuit historique. On pensait que cette nuit serait un peu plus longue que ça. On pensait que ce serait plus serré que ça. C'est ce que nous disaient les médias et les sondages américains. Finalement, on s'achemine sans doute, et on va en parler avec nos invités, vers une victoire assez large de Donald Trump. Lui revendique la victoire. Pour l'instant, un seul média américain donne la victoire formellement, c'est Fox News. On attend que les autres médias se prononcent pour vous le dire officiellement, mais effectivement, à partir du moment où Trump revendique la victoire et que par exemple Emmanuel Macron le félicite, on n'est plus très loin d'une victoire. Je vous présente celles et ceux qui m'accompagnent ce matin en plateau avec moi, Pauline Simonet. Bonjour Pauline, avec bonjour. Thierry Arnaud, nos éditorialistes, Roland Lescure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député ensemble des Français établis hors de France et notamment aux États-Unis, ancien ministre. On va voir avec vous ce que ça change pour la France dans un instant évidemment. Tristan Cavello, merci d'être là. Également historien et politologue spécialiste des États-Unis, professeur à l'université Johns Hopkins dans le Maryland. Je le disais, Thierry Arnaud, lui revendique sa victoire. Pour l'instant, les médias restent prudents. Il lui manque officiellement quelques grands électeurs pour être vraiment président des États-Unis. Lui dit c'est bon, c'est fait, je suis le 47e président. C'est une victoire large. On est à deux doigts d'un triomphe ce matin pour Donald Trump. C'est une victoire totale, Maxime. Elle sera large au niveau du collège électoral. Ce sera la première fois en 20 ans qu'un républicain gagne également le vote populaire et ça c'est peut-être aux yeux de Donald Trump la plus belle revanche. Il avait gagné l'élection mais perdu le vote populaire en 2016. Cette fois il a tout gagné et il a gagné aussi, il a repris, il a reconquis la majorité au Sénat qui est des deux chambres du Congrès la plus puissante. On aura plus tard la Chambre des représentants. Il détient tous les leviers du pouvoir aujourd'hui. Sa victoire, elle est claire, elle est écrasante, Maxime, et c'est un basculement historique vers la droite, vers le conservatisme de l'Amérique. Un basculement historique. On va voir comment réagissent ses supporters ce matin, la joie des supporters de Donald Trump avec vous, Benoît Ballet, du côté de la Floride, où Donald Trump vient donc de revendiquer, Benoît, sa victoire. Oui, regardez, je suis avec des Américains. Je viens tout juste de commencer à leur parler. Thank you very much for being with us. I did not have time to ask you your first name. Je n'ai pas eu le temps de vous demander votre prénom. Chris. Marsha. Alors, Chris, commençons avec vous. Que ressentez-vous ce soir? Donald Trump a dit, je vois que vous souriez, mais dites-nous un petit peu. Je suis ravi. On attend ce moment depuis plusieurs années maintenant et nous sommes ravis de voir que Donald Trump ait l'occasion de retourner à la Maison-Blanche pour s'occuper de certains problèmes auxquels le pays et le monde sont confrontés. Nous avons hâte d'arriver au mois de janvier pour que Trump prenne ses fonctions. Je crois qu'il va commencer à travailler immédiatement. Ça va être intéressant de voir. Marsha, qu'est-ce que cela signifie pour vous de voir Donald Trump de retour à la Maison-Blanche? Eh bien, il va sauver notre pays. Et jour après jour, j'ai prié pour qu'il le fasse. Je suis ravi de voir que les États-Unis vont revenir sur le droit chemin. C'est pratiquement surréaliste. Je suis ravi qu'il ait remporté la victoire. Je vois que vous avez l'accréditation invité spécial. Vous avez vu Donald Trump. Comment c'était? Est-ce qu'il était plein d'énergie? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, il était plein d'énergie, très énergétique. Il a bien pris la parole, il a expliqué ce qu'il allait faire. Il avait l'air en forme, il avait l'air heureux. Il avait l'air plein d'énergie et il a fait campagne comme un fou. Plusieurs
plusieurs meetings par jour, à parcourir tout le pays. Cet homme est une machine. Et on sait qu'il ne dort pas beaucoup. Il est toujours à agir. Toujours, toujours. Merci beaucoup, Chris et Martha. Bonne soirée et profitez bien de cette victoire. Bon, vous avez compris, on sent les Américains, les soutiens de Donald Trump ravis aux anges. C'est assez clair, ça s'entend, Maxime. Allez, Benoît Ballet avec Caroline Bertolino, effectivement, on entend cette joie du côté républicain. On va entendre la joie tout simplement de Donald Trump qui était un peu en retenue tout à l'heure, qui est arrivé très lentement sur scène, donc pour revendiquer sa victoire entouré de sa famille. Voilà ce que ça donnait tout à l'heure. C'est très simple d'annoncer sa victoire car il n'y avait pas d'alternative. Nous avons également remporté le vote populaire. Roland Lescure, est-ce qu'à la place où vous êtes ce matin, et en ayant été ministre aussi, est-ce que vous vous dites que ce matin la France doit être inquiète ? Oui, enfin moi personnellement je suis inquiet. D'abord je pense aux soldats ukrainiens qui ce matin doivent se sentir bien seuls dans leurs tranchées, avec un risque d'abandon peut-être pas immédiat mais assez lent mais pour autant déterminé de l'Ukraine. Je pense à l'Europe qui doit se sentir aussi bien seule aujourd'hui et qui j'espère va se relever et se redresser parce que à la fois sur les enjeux géopolitiques mais aussi sur les enjeux économiques, industriels, on est maintenant tout seul et on doit prendre notre destin en main. Et puis je pense évidemment à une partie de l'Amérique qui est déçue aujourd'hui. On avait une Amérique coupée en deux, c'était le poncif qu'on traînait depuis une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, on a ce que j'appelle moi un front républicain à l'américaine, qui allait de la gauche du Parti démocrate à des républicains modérés, qui a perdu contre un candidat extrêmement talentueux, mais très populiste, faisant voter les gens avec leurs tripes et les convainquant de lui faire confiance, malgré un mandat qui avait quand même pas été exceptionnel et avec un bilan de l'administration sortante qui était pas mauvaise. Donc évidemment, ça nous fait tous réfléchir. Et oui, ça m'inquiète. Oui. J'entends tout ce que vous dites, mais on voit quand même qu'il a réussi à tisser avec une bonne partie des Américains un lien assez extraordinaire. Un lien assez extraordinaire. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Qu'est-ce que c'est qu'un populiste? Et là, on en a un absolument exceptionnel. C'est quelqu'un qui parle vraiment aux gens de leurs angoisses, de leur peur, de leur colère, et qui les fait croire qu'il va les résoudre. Donc c'est là qu'évidemment il y a sans doute un raccourci un peu rapide. Oui, mais derrière les gens, quand ils l'entendent, ils disent c'est à moi qu'il parle, c'est de moi qu'il parle. Et ça c'est une leçon pour nous tous. On a aujourd'hui plus de 50%, vous l'avez dit, sans doute 5 millions de plus d'Américains qui ont voté Trump, qui ont voté Kamala. Et en France, en Europe, partout dans le monde aujourd'hui, cette force populiste, elle est extrêmement puissante. Et derrière, c'est des vrais gens qui votent. Ce ne sont pas des idiots. Ce sont des gens qui vivent en Amérique, qui croient à la démocratie et qui votent, j'allais dire sans hésiter ce coup-ci, mais vraiment sans hésiter pour lui. Et ça doit tous nous interpeller. Moi, j'espère qu'on va tous se réveiller. En tout cas, moi, je peux vous dire que je vais pas bien dormir ce soir, que je vais rentrer en France demain et que je vais travailler d'arrache-pied pour que on puisse travailler ensemble entre républicains de tous bords pour porter un message de progrès et rassurer ces électeurs. On verra dans un instant, Roland Lescure, ce que ça peut changer très concrètement pour nous, pour des entreprises françaises qui bossent avec les États-Unis. Je sais que vous avez été ministre de l'Industrie, donc forcément ça vous intéresse au premier plan. Mais je reviens, Tristan Cabello, sur cette proximité qu'a réussi à installer Trump avec une bonne partie de l'Amérique et une bonne partie des Américains. Quand on regardait encore ces derniers jours ces meetings, on pouvait être parfois, tomber de l'armoire de ce qu'il pouvait faire en meeting, ses danses, les mots qu'il utilisait, pardon de le dire à cette heure-ci, mais les fellations qu'il mimait sur la tribune, etc. Tout ça pouvait paraître totalement lunaire. Sauf que, ça crée un lien entre cet homme, 47e président des États-Unis, et une partie du peuple américain. Bien sûr, et ça se retrouve dans le score historique. Moi, je souligne ce qui vient d'être dit. C'est la deuxième fois en 35 ans que le Parti républicain gagne le vote populaire. C'est-à-dire la dernière fois, c'était en 2004 avec George W. Bush. La fois d'avant, c'était 1988 avec son père. Donc c'est vraiment une victoire qui est très lâche, qui est inédite, qui est historique. Et en plus de ça, il ne gagne pas à des petites marges dans les États. C'est-à-dire, c'est sans
appel. C'est pas le vote Jill Stein, c'est pas le vote écologiste qui va faire perdre des voix à Kamala Harris. C'est une victoire qui est sans appel, qui est historique. Et vraiment, je le redis, le vote populaire, c'est depuis 20 ans la première fois qu'on le voit pour le Parti républicain. Pauline, c'est une revanche, j'allais dire une revanche à l'américaine, battue il y a 4 ans, poursuivie en justice. On lui a tiré dessus il y a 3 mois. Il se retrouve blessé sur un podium. Il y a une deuxième tentative d'assassinat derrière. C'est une revanche à l'américaine à laquelle on assiste. Oui, effectivement. Et moi, je me souviens d'entre les années justement 2020 et 2022 que c'était devenu le paria aussi au sein du Parti républicain. Pas totalement ouvertement parce que les élus républicains voulaient surtout pas s'aliéner les Trumpistes, la base Trumpiste. Mais effectivement, il était vraiment à l'écart du parti. Et il a tenté de revenir petit à petit. Il y a eu ce gros échec en 2022 au midterms. Et je me souviens aussi, juste après cet échec, l'échec de ses candidats aux midterms, il a voulu se précipiter pour annoncer sa candidature à la présidentielle. Il n'y avait pas grand monde. C'était presque déprimant dans cette salle qui était un peu vide, avec aucun grand nom républicain qui avait voulu venir à ce moment-là. Donc effectivement, ça peut paraître surprenant, mais vous disiez qu'il fallait se poser des questions en France, mais je pense que le Parti démocrate ici aux États-Unis va évidemment beaucoup réfléchir à cet échec, parce qu'on ne peut pas uniquement parler du comeback et du résultat merveilleux de Donald Trump. Il y a un gros échec du côté du Parti démocrate, qui a perdu notamment du côté des minorités. Le côté du vote latino, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais c'est avec une marge énorme que Donald Trump a rattrapé du retard par rapport aux démocrates. Donc il y a effectivement vraiment quelque chose qui est en train de bouger, de se transformer, et le Parti démocrate va avoir beaucoup de réflexions à faire. Oui, et on peut raconter cette douche froide de cette nuit où tous les supporters de Kamala Harris sont réunis dans l'université Howard à Washington. Ils sont des dizaines de milliers qui sont là, et tout d'un coup il y a un aide de camp de Kamala Harris qui vient pour leur dire bon bah écoutez, la candidate ne viendra pas vous parler, il n'y aura pas de discours, vous pouvez rentrer chez vous, on vous parlera plus tard. Et là, douche froide, et tout le monde repart dans le silence. Ce qui s'était passé il y a 8 ans avec Hillary Clinton, le directeur de campagne John Podesta à l'époque, là c'était le directeur de campagne Cedric Richmond, qui vient parce qu'au fond l'alternative c'est faire les choses, si j'ose dire, proprement aujourd'hui, une fois que la victoire sera officielle, je mets des guillemets autour du mot, du côté de Kamala Harris, ou parler au milieu de la nuit devant une espèce de désert avec quelques supporters. L'image aurait été absolument désastreuse. Donc elle sait qu'elle a perdu, évidemment, mais elle veut au moins maîtriser sa communication. La douche froide pour les démocrates et Kamala Harris, vous l'avez vécu, Nicolas Coado, avec Philippine David. Oui, absolument. C'était une soirée très particulière en plusieurs temps. Il faut s'imaginer ici, cette faculté Howard, vous voyez toutes ces barrières qui barricadaient totalement le spot où Kamala Harris avait élu son QG de campagne. 20 000 personnes étaient ici, 20 000 supporters de Kamala Harris, beaucoup d'étudiants d'Howard, mais également des démocrates venus de partout pour ce qui s'annonçait, ce qui devait être une soirée de fête. On avait annoncé un show à l'américaine avec beaucoup de stars, et finalement, au fur et à mesure où les résultats commençaient à tomber, notamment les premiers résultats des swing states, la Caroline du Nord et la Géorgie, eh bien les gens ont commencé à partir petit à petit par vagues. Et puis il y a eu ce coup de grâce finalement, l'annonce d'un de ses directeurs de campagne, une annonce très lapidaire finalement qui a duré que seulement quelques secondes. Il a dit les résultats ne sont pas encore complets, il reste des voix à débrouiller. Pour autant, Kamala Harris ne s'exprimera pas ce soir-là. Tout le monde a compris que c'était clairement compliqué pour Kamala Harris. Et les gens sont partis. Alors on a pu discuter avec Philippine David, avec beaucoup d'entre eux jusqu'au bout. Ils voulaient y croire tant que Donald Trump n'avait pas la majorité au collège électoral. Tous voulaient croire, ou du moins tenter de nous faire croire qu'ils pensaient que Kamala Harris pouvait inverser la tendance. Malheureusement, plus la soirée avançait, moins il y avait de monde. Et désormais, vous voyez ces images, ce camp est totalement désert. Ça va rouvrir demain à partir de 11 h. On attend tout de même une prise de parole de la candidate démocrate qui devrait probablement demain reconnaître sa défaite. Et on suivra ça évidemment sur BFM TV. Alors évidemment, Igor Saïri, le contraste est total avec ce que vous vivez du côté de la Floride, j'allais dire ce matin pour la France, mais cette nuit pour les États-Unis. Et oui, là je peux vous dire que l'on fête la victoire depuis que Donald Trump a pris la parole au Conventional Center qui est juste derrière moi. Les plus proches soutiens, les plus généreux donateurs sortent petit à petit. Vous voyez, regarde là, ce monsieur que Hortense Gérard vient de filmer chante la chanson avec laquelle
Donald Trump démarrait tous ses meetings, une chanson très populaire ici aux États-Unis. Et là, je suis avec Fidji. Fidji fait partie de ses plus proches soutiens. Il était invité à cette soirée électorale. Fidji, how do you feel right now? Que ressentez-vous? Nous voyons des sourires, nous voyons des gens heureux de cette victoire de Donald Trump. Comment pouvez-vous l'expliquer? Je pense que tout le monde est gagnant aux États-Unis. Ces 4 dernières années sous Biden et Kamala ont été catastrophiques. Ils n'ont aucune conviction, aucune audace, ils ne prennent soin que d'eux-mêmes. Et c'est tous les Américains qui en ont souffert. Donald Trump, peu importe votre race, votre religion, s'occupe de vous. Vous êtes citoyen américain, il s'occupe de vous. J'espère que ce sera encore plus clair ces 4 prochaines années. Je vais être cash, Fidji. Vous êtes un Afro-Américain. En général, les Afro-Américains votent démocrate. Pourquoi avez-vous voté pour Donald Trump? Pourquoi Donald Trump est-il meilleur que Kamala Harris selon vous? Déjà, les personnes qui votent pour Kamala Harris sont des tarés, sont des débiles mentaux. Elle n'a aucune politique, elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas du tout de quoi elle parle, alors que Donald Trump l'a prouvé à plusieurs reprises. Il sait ce qu'il doit faire. C'est un dirigeant sans peur et les gens vont avoir peur de lui grâce à son bilan. Qu'avez-vous ici sur votre veste? Eh bien, c'est une Kalachnikov. Je suis pour le port des armes aux États-Unis. Bon, vous le voyez, maintenant, la difficulté, ça va être de réconcilier ces deux Amériques qui sont profondément divisées, en tout cas dans le camp de Donald Trump. Évidemment qu'on saute de joie et que la plupart de ceux que j'ai interrogés étaient sûrs à 99% de cette victoire de Donald Trump ce soir. Merci beaucoup Igor Saeri en direct donc de Floride pour BFM TV dans cette édition spéciale évidemment qui se poursuit après que Donald Trump a revendiqué sa victoire. Fox News, je vous le rappelle, donne la victoire aussi à Donald Trump et pour l'instant c'est le seul média américain qui le fait. On va retrouver justement Roselyne Dubois dans le studio de BFM TV pour bien comprendre où on en est, Roselyne, en termes de résultats. Je veux dire officiellement c'est pas fait mais c'est tout comme. Oui, c'est tout comme. Et c'est une très large victoire, Maxime, qui s'annonce pour le candidat républicain. Vous allez voir la carte ce matin. C'est le rouge qui domine très largement. Les États-Unis sont majoritairement républicains. Alors, dans ce pays, on ne vote pas directement pour le président, vous le savez, mais pour des grands électeurs, il en faut 270. Regardez. 270. Donald Trump est vraiment aux portes de la Maison-Blanche et sa rivale loin derrière. Il l'a emporté dans les États qui lui étaient acquis, mais pas seulement. On vous a beaucoup parlé de ces swing states, les États pivots. Il y en avait 7. Il en a déjà raflé 3. Le plus important, c'est la Pennsylvanie. Pourquoi important? Parce qu'il y a 19 grands électeurs. Et quand le résultat a été annoncé, c'était un petit peu le match qui était déjà plié pour Donald Trump. D'ailleurs, il a pris la parole juste après. Un État qui était démocrate il y a 4 ans, qui a basculé. Tout comme aussi dans le sud-est, vous allez voir la Géorgie, qui avait voté Joe Biden de peu, qui cette fois a choisi Donald Trump. 16 grands électeurs, comme pour la Caroline du Nord, 16 également. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour que ce soit officiel? Eh bien, a priori, ça va être le Wisconsin. Vous savez, dans la ceinture de la rouille, la Rust Belt. On est encore en plein dépouillement, mais 90%, plus de 90% des bulletins ont été dépouillés et c'est Donald Trump qui est donné en tête, tout comme dans le Michigan voisin, tout comme aussi dans le sud-ouest du côté du Nevada, de l'Arizona. C'est donc vers un grand chelem dans les swing states vers lequel on se dirige pour le candidat républicain. Ouais, Donald Trump qui, il y a quelques minutes, un peu plus d'une demi-heure maintenant, revendiquait donc sa victoire et disait clairement que désormais, lui et son équipe allaient marquer l'histoire. Bon, je voudrais remercier tous nos amis présents dans ce mouvement incroyable. Un mouvement que jamais personne n'a vu. C'est, je pense, le plus grand mouvement politique de tous les temps, dans ce pays, et peut-être au-delà. Nous allons aider notre pays à guérir. Notre pays allait très mal récemment. Nous allons réparer nos frontières. Nous allons tout réparer. Nous avons créé l'histoire ce soir.
Personne ne nous en pensait capable. Mais nous avons clairement réalisé la plus belle chose politique. Je veux dire, regardez ce qu'on a fait. Une victoire politique jamais vue dans l'histoire de notre pays. Je veux remercier le peuple américain de m'avoir élu 47e président des États-Unis et 45e président il y a quelques années. Les mots de Donald Trump chez lui donc pour revendiquer la victoire. Roland Lescure. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'elle change cette victoire pour toutes les entreprises françaises qui travaillent avec les États-Unis? Je pense à tous ceux qui font du vin. Je pense à Airbus. Qu'est-ce que ça change pour eux, le fait d'avoir un président comme Donald Trump ce matin? D'abord, de manière concrète, on l'a vécu déjà dans le premier mandat. Donc il y a beaucoup de Français ici qui importent du vin, qui distribuent du vin français. Il l'a promis, il le fera sans doute, 20% de plus sur le prix du vin français partout en Amérique du Nord. Vous avez parlé d'Airbus, il y a une vieille dispute commerciale entre Airbus et Boeing. Il est possible, il est même probable que Airbus fasse l'objet de tarifs supplémentaires, 20% de plus sur le prix d'un Airbus. D'autant que Boeing va mal. Alors Boeing va pas bien, c'est sûr. Donc ça, évidemment, il va essayer de protéger le champion américain par toutes les mesures possibles et imaginables. Moi, je pense que les conséquences majeures, elles vont surtout être en France et en Europe. Je disais tout à l'heure, on a besoin de se réveiller. Mais de se réveiller pour faire quoi? Pour réinstaller en France et en Europe les industries qui vont nous permettre d'affronter les grands défis du XXIe siècle, la décarbonation, les enjeux de l'industrie de la défense, la repopulation de nos territoires désindustrialisés. Et ça, c'est pas Donald Trump qui va le faire pour nous. La seule manière de se mettre au niveau d'une Amérique qui va être plus protectionniste et qui va continuer à investir, c'est de continuer à investir beaucoup plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et pour ça, il va falloir se rassembler. Tristan Cabello, la question à 1000 $. Est-ce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il pourra le faire? Parce qu'il a fait pas mal de promesses. C'est-à-dire un peu à l'emporte-pièce quand il dit aux Américains on va retrouver l'âge d'or de l'Amérique, quand il explique que la guerre en Ukraine avec lui en 24 heures ça serait terminé. Maintenant, comment il fait?